on a Boris Johnson qui, le 2 avril, téléphone à Zelensky pour lui dire de renoncer à cet accord. Et puis, le 9 avril 2022, donc une semaine après, il arrive à Kiev pour dire à Zelensky d'arrêter l'accord qu'il était en train de faire avec les Russes. Le 5 mai, on aura le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire que Ukrainska Pravda rapporte que les principaux obstacles à la paix sont les Occidentaux, que ce sont eux qui ont fait interrompre les négociations engagées par Zelensky. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. On parlait aujourd'hui de 3 événements qui ont fait la une de l'actualité cette semaine concernant la guerre en Ukraine, à savoir l'accord qui aurait pu être signé entre l'Ukraine et la Russie le 15 avril 2022, accord qui a récemment été dévoilé par un journal allemand, l'offensive russe sur Kharkiv ou Kharkov pour les Russes, qui est considérée comme très préoccupante par Zelensky, le président ukrainien, et la visite de Vladimir Poutine à Paris, puis en Chine, à une semaine d'intervalle. Alors, première question, concernant l'accord qui aurait dû être signé entre l'Ukraine et la Russie le 15 avril 2022, et qui a récemment été publié par un journal allemand, quels sont les points importants de ce document de 17 pages qui ont été négociés? C'est d'ailleurs assez amusant qu'aujourd'hui on fasse la une de l'actualité avec un document qui en réalité est connu depuis très longtemps, puisque déjà le 16 mars 2022, le Financial Times parlait de cet accord et on détaillait d'ailleurs les grandes lignes. Donc il s'agissait en substance, donc je rappelle qu'en mars 2022, les forces russes étaient entrées solidement dans le territoire ukrainien et étaient d'ailleurs à cette époque encore autour de Kiev, n'est-ce pas? Donc elles étaient entrées beaucoup plus profondément même que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis les Ukrainiens et Zelensky en particulier étaient inquiets de la tournure que prenaient les événements, cette guerre dans laquelle il a été poussé, je le rappelle, puisque c'est lui qui a émis le décret en mars 2021, c'est-à-dire une année plus tôt, il a émis le décret pour la reconquête de la Crimée et du sud du pays. Et par conséquent, et c'est pour ça d'ailleurs que l'armée ukrainienne était prête à attaquer le Donbass en février 2022. Et avec l'appui des sanctions occidentales, cette opération devait se solder très rapidement par la défaite de la Russie, puisque les Occidentaux pensaient que la Russie avait une économie si faible qu'elle ne tiendrait pas le coup devant ces sanctions. Donc, on est parti comme ça en février, mais Zelensky, lui, s'est aperçu assez rapidement que la situation n'allait pas tourner à son avantage, raison pour laquelle il a fait le 25 février une première demande auprès du ministère des Affaires étrangères suisse pour organiser une conférence de paix qui ne s'est pas faite, mais qui a abouti par contre à un premier cycle de négociations à Gomel, à la frontière bélarusse. Et puis, avec l'intervention de l'Union européenne, ce premier cycle de négociations s'est interrompu. Même les négociateurs ukrainiens qui étaient considérés comme pro-russes ont été éliminés par les services secrets ukrainiens. Donc, et ça, c'est le chef du renseignement militaire ukrainien qui l'a rapporté plus tard, donc on le sait. Zelensky, lui, est revenu à la charge quelques semaines plus tard avec une proposition pour demander le retrait des forces russes d'Ukraine et contre la neutralité, c'est-à-dire l'absence de troupes étrangères sur le territoire ukrainien, ainsi que la non-participation de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. C'était en substance les grands éléments, les grands traits de cet accord. Or ça, comme vous pouvez le lire d'ailleurs dans le Financial Times du 16 mars 2022, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans, on le savait déjà. Donc il n'y a vraiment rien de secret là-dedans. Les Ukrainiens avaient déjà signé ce document, ils en ont transmis une copie aux Russes, et puis c'est là que les difficultés ont commencé. Parce que les Occidentaux, et quand je parle des Occidentaux, je veux dire la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, qui suivaient le processus, ont commencé à mettre des conditions. La France et l'Allemagne ont vu cet accord et ont demandé aux Russes de se retirer de Kiev
en signe de bonne volonté pour l'application de cet accord. Comme il était déjà signé et que les Russes s'attendaient à ce que cet accord soit effectivement mis en œuvre, c'est la raison pour laquelle les Russes ont accepté de retirer leurs forces des environs de Kiev. Donc ce n'est pas une contre-offensive ukrainienne comme nos médias l'ont dit. Donc on a ce retrait qui est amorcé avant la fin mars 2022. Et puis là, les Occidentaux se sont ravisés. Les Russes avaient fait leur part du contrat, en quelque sorte, enfin jusqu'à ce stade, et montré leur bonne volonté. Mais les Européens ne l'ont pas vu comme ça. Et puis, on a Boris Johnson qui, le 2 avril, téléphone à Zelensky pour lui dire de renoncer à cet accord. Et puis, le 9 avril 2022, donc une semaine après, il arrive à Kiev pour dire à Zelensky d'arrêter l'accord qu'il était en train de faire avec les Russes. Et on le sait, parce que de nouveau, je vous rappelle qu'ici, on a Ukrainska Pravda, donc on n'a pas de documents qui viennent des Russes, c'est des documents ukrainiens. On a le 5 mai, on aura le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire que Ukrainska Pravda rapporte que les principaux obstacles à la paix sont les Occidentaux, que ce sont eux qui ont fait interrompre les négociations engagées par Zelensky. Et le même jour, dans Ukrainska Pravda, on a un autre article qui nous explique que Johnson est venu à Kiev avec 2 messages simples. Le premier, que Poutine est un criminel de guerre, il faut faire pression sur lui et ne pas négocier avec lui. Et deuxièmement, si les Ukrainiens sont prêts à signer des accords de garantie avec lui, nous ne le sommes pas. Les Occidentaux, et notamment les Britanniques, ne le sont pas. Et l'auteur de l'article, qui interroge un officiel ukrainien, ajoute « Si dès le premier jour de la guerre, nous avions été autorisés, soulignez bien ça, nous avions été autorisés à signer une version de l'accord de paix comme celle que nous avons actuellement, nous l'aurions fait sans hésiter. » Donc il est très clair dans ces 2 articles d'Ukrainska Pravda que ce sont les Occidentaux qui ont empêché Zelensky de poursuivre sa proposition, et la proposition de paix a été finalement retirée sous la pression occidentale. Alors, est-ce que c'était un document qui était à l'avantage des Ukrainiens? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que la neutralité de l'Ukraine, il ne faut pas l'oublier, on a tendance à l'oublier aujourd'hui parce qu'évidemment, nos médias et nos journalistes sont des désinformateurs patentés, mais en réalité, la première constitution de l'Ukraine de 1991 prévoyait que l'Ukraine n'aurait pas de troupes étrangères sur son territoire. Elle ne prévoyait pas une neutralité factuelle, mais une neutralité de facto, c'est-à-dire une sorte de non-alignement de l'Ukraine. Et par conséquent, ce qu'avait proposé Zelensky en mars 2022 se rapportait à ce qui était déjà dans la constitution ukrainienne en 1991. Par ailleurs, l'autre intérêt, c'est l'intérêt majeur sans doute pour les Ukrainiens à ce stade, et c'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui Zelensky se mord sans doute les doigts d'avoir écouté les Occidentaux, c'est que les Russes devaient quitter le territoire ukrainien. Et donc, il n'y aurait plus de troupes sur le territoire ukrainien, à l'exception probable de la question de la Crimée, qui devait encore être négociée selon cet accord, et puis la question des 2 républiques du Donbass, dont je rappelle à ce moment-là, la Russie avait reconnu l'indépendance, et par conséquent, il y avait un problème encore à régler concernant ces 2 républiques, qui étaient d'ailleurs des portions de républiques, puisque les 2 républiques du Donbass ne couvraient pas l'ensemble des oblasts de Lugansk et de Donetsk. Donc on était dans une situation qui était finalement très favorable à l'Ukraine et sans doute beaucoup plus favorable que celle que l'Ukraine vit aujourd'hui. Alors, certains commentateurs ont dit qu'il y avait une concession majeure dans cet accord qui était que la Russie acceptait que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Alors ça, c'est de désinformation pure et simple. Pourquoi? Parce que les Russes ne se sont jamais opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est une propagande que l'Union européenne ressort constamment
avec cette idée un petit peu de rendre l'Union européenne plus attractive, je ne sais pas. Mais ça n'a jamais été le cas. Et je vous cite ici un article de Ukrinform, donc qui est vraiment un organe central ukrainien, et qui rappelle en février 2013 que c'est Manuel José Barroso qui a en fait interdit à l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine, à cette époque, avait une économie qui était largement liée à celle de la Russie. Et vice-versa, d'ailleurs, pour la Russie, qui avait une économie qui n'était pas exclusivement tournée vers l'Ukraine, mais qui avait des liens économiques et industriels assez importants. Mais pour l'Ukraine, entrer dans l'Union européenne et couper les liens économiques avec la Russie aurait été pratiquement du suicide au point de vue industriel. C'est la raison pour laquelle les Ukrainiens sont tournés vers la Russie et Vladimir Poutine a proposé une solution tripartite, c'est-à-dire que l'Ukraine entre dans l'Union européenne sans problème, mais qu'il y avait les accords de libre-échange qui existaient précédemment avec la Russie seraient maintenus de façon à ce que l'économie ukrainienne puisse se retourner, si vous voulez. Et c'est cet accord tripartite que l'Ukraine a proposé à l'Union européenne, mais que Manuel José Barroso a refusé catégoriquement en disant c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est ça qui a finalement conduit le gouvernement ukrainien à mettre une pause dans sa démarche d'adhésion à l'Ukraine. Donc, comme l'a dit, et d'ailleurs la presse de l'époque, la presse ukrainienne de l'époque l'avait souligné, il ne s'agissait pas de renoncer à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais de revoir les modalités de façon à ce que les intérêts de l'économie ukrainienne soient garantis dans un marché pour lequel l'industrie ukrainienne n'était pas prête, n'est-ce pas ? Typiquement, et on le voit ces temps d'ailleurs, avec nouvelle production de turbines à gaz et turbines pour produire de l'électricité de la part des Russes. Autrefois, les Russes étaient dépendants de l'Ukraine pour leurs turbines de production d'électricité. Et pour les turbines d'ailleurs d'autres appareils, y compris par exemple pour les avions russes. Et par conséquent, couper cet approvisionnement comme finalement l'impliquait plus ou moins l'accord avec l'Union européenne, couper cet approvisionnement asphyxiait littéralement cette partie importante de l'économie ukrainienne et la rupture des relations économiques avec la Russie, eh bien, a fait effectivement que cette partie de l'économie ukrainienne s'est littéralement effondrée parce qu'il n'y a pas de marché en Europe pour ce type d'équipement. L'Europe est déjà des entreprises qui fournissent ce type d'appareil, et par conséquent, l'Ukraine, si vous voulez, avait prévu ça, et c'est la raison pour laquelle elle était méfiante pour entrer dans l'Union européenne. Donc l'idée que la Russie s'est toujours opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne est une falsification. Les Russes se sont toujours opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que l'OTAN considère, c'est un élément de la sécurité de la Russie dans la mesure où la présence, pas simplement de troupes, mais surtout, et l'élément déterminant de missiles, voire d'armes nucléaires sur le territoire ukrainien, aurait constitué pour la Russie une menace existentielle pour la Russie. C'est la raison pour laquelle la Russie s'est toujours opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mais pas dans l'Union européenne, qui, pour la Russie, n'a posé finalement que très peu de problèmes, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ils sont capables de remplacer les capacités qui étaient autrefois fournies par l'industrie ukrainienne. Donc, c'est vraiment une falsification, et ça montre d'ailleurs que nous n'avons pas compris grand-chose dans la mécanique qui a entouré le début du conflit et qui a entouré aussi la manière dont les Ukrainiens auraient voulu résoudre le conflit. Aujourd'hui, on le tourne un petit peu à notre sauce, mais en réalité, les Ukrainiens avaient une vision beaucoup plus mature de la situation qu'on le présente aujourd'hui dans nos médias. On a finalement, nos médias ont fait qu'infantiliser
les Ukrainiens depuis le début du conflit. Mais quand je dis début du conflit, je dirais depuis 2013 pratiquement. Donc voilà un petit peu le contexte de cet accord qui n'est absolument pas secret, qui a été, comme je l'ai dit, signé par la partie ukrainienne, qui était prête à être engagée, mais que lorsque les Occidentaux, d'ailleurs, y compris notamment la France et l'Allemagne, qui, comme à leur habitude, se sont parjurés d'une certaine manière, puisqu'ils avaient demandé à la Russie de remplir leur partie du contrat, mais eux n'ont pas rempli la leur. C'est d'ailleurs la même chose qui s'est passée avec les accords de Minsk et les accords d'ailleurs qui prévoyaient que le président Yanukovych devait rester au pouvoir en 2014, un accord entre l'opposition de Maïdan et le gouvernement Yanukovych, qui était garanti par la France et l'Allemagne, mais que la France et l'Allemagne ont jeté par-dessus bord très rapidement, simplement parce que leur objectif était de nuire à la Russie et non pas de soutenir l'Ukraine. Donc voilà un petit peu le contexte de cet accord. Alors, et effectivement, vous êtes à 180 degrés de ce que pensent la plupart des experts français et journalistes. En particulier, j'ai été frappé en regardant l'émission sur LCI, où ils expliquent que ce n'est pas du tout à cause du Premier ministre britannique que l'accord n'a pas été signé. Ils expliquent également que cet accord a été brandi par la propagande russe depuis 2 ans, mais qu'il n'avait aucune valeur. C'est un simulacre d'accord que les Ukrainiens n'avaient aucune intention de signer. Et pour argumenter ce point de vue, ils disent qu'en fait, c'était au moment des atrocités de Boutcha, c'était au moment en fait de l'évacuation des civils à Mariupol, et donc en fait, c'était simplement pour gagner du temps, pour avoir du succès lors de la contre-offensive. Alors, je vous ramène à ce que disait Ukrainska Pravda, qui est sans doute, de ce point de vue-là, plus fiable que LCI, qui nous a fait de la désinformation sur le conflit ukrainien de manière répétée, finalement dans le but d'attiser les haines, et il n'y a pas d'autre explication possible. Ukrainska Pravda précise bien que c'est à cause de Boris Johnson que cet accord a été éliminé. Maintenant, concernant l'affaire de Boutcha, la renonciation, si vous voulez, est venue avant l'histoire de Boutcha, donc il n'y avait pas de question de cacher Boutcha, et d'ailleurs, de toute façon, s'il y avait eu un retrait, comme les Russes étaient d'accord de le faire, de se retirer de l'Ukraine, eh bien, on ne voit pas très bien pourquoi ils auraient d'abord fait Boutcha, d'une part, et pourquoi ils auraient accepté tout simplement comme ça de laisser les choses se faire découvrir comme ça. Donc, on tombe de nouveau dans le conspirationnisme dont nos médias et nos journalistes sont friands. D'autre part, je rappelle que concernant Boutcha, un parlementaire ukrainien, à l'époque du parti socialiste ukrainien, qui s'appelait Ilya Kilya, avait déclaré à l'époque que le massacre de Boutcha avait été une mise en scène du SBU, des services de sécurité ukrainiens, en collaboration avec les services spéciaux britanniques. Je rappelle que ce parlementaire a été assassiné récemment par des membres du SBU en Russie. Voilà, peut-être qui donne une explication à ce phénomène. Donc, il faut comprendre qu'en mars 2022, les Ukrainiens n'avaient aucun intérêt à continuer cette guerre. Ils pensaient que cette guerre allait, et d'ailleurs Zelensky l'a dit lui-même, qu'il avait été trompé par les Occidentaux, parce qu'on pensait que les sanctions contre la Russie, et rappelez-vous ce que disait d'ailleurs Bruno Le Maire lui-même sur une chaîne, c'est Europe 1 si ma mémoire est bonne, on pensait que la Russie allait s'effondrer dans les jours qui allaient suivre. Et que par conséquent, il n'y aurait pratiquement pas de guerre c'est-à-dire qu'il y aurait bien une guerre, mais elle serait très courte en Ukraine. Et que sur cette guerre courte, l'Ukraine aurait eu, peut-être pas des chances de succès en tant que telles, mais il y aurait eu une défaite russe. Il n'y aurait peut-être pas eu de victoire ukrainienne, mais il y aurait eu une défaite russe. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait expliqué Oleksiy Arestovitch en mars 2019, où il avait expliqué cette mécanique, qu'il fallait avoir cette défaite russe
pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN. L'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN avec un conflit encore en activité, si j'ose dire, avec la Russie, parce que, évidemment, ça risquait d'amener l'ensemble de l'Alliance dans un conflit avec la Russie, ce qui n'était pas souhaitable. Et par conséquent, il fallait donc provoquer une guerre qui provoquerait la chute de la Russie, l'effondrement de la Russie, et c'est de cet effondrement que serait née la possibilité pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. On évite toujours sur nos médias de contextualiser les informations de façon à ce que l'information apparaisse toujours comme tombée du ciel quelque part. Tout d'un coup, quelqu'un a décidé ça. On ne sait pas ni pourquoi ni comment. En réalité, les Ukrainiens ont une logique, les Russes ont une logique. Alors évidemment, ces logiques ne coïncident pas totalement, mais il y a une logique. Et c'est les Occidentaux dans cette affaire qui se sont montrés particulièrement irrationnels et assez naturellement, parce que l'enjeu des Européens dans cette affaire, il n'y en a aucun en réalité. Ils mettent en jeu la vie des Ukrainiens. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de ce conflit. Les Européens se bornent à jouer avec la vie des Ukrainiens. Raison pour laquelle ils peuvent se permettre de déclarer des tas de choses, de pousser les Ukrainiens à faire ceci ou ça. Mais dans la réalité, ils n'ont aucun enjeu dans ce conflit, si ce n'est d'affaiblir la Russie. Et encore, on ne voit pas très bien où est leur enjeu, puisque même leurs propres enjeux économiques sont même bafoués. Donc, on est dans une conduite européenne, notamment. La conduite américaine a plus de cohérence. Je ne veux pas dire qu'elle va dans le bon sens, mais elle a sa cohérence, sa logique. La logique européenne, il n'y a pas de logique européenne en réalité. En Europe, on est dans le domaine de l'irrationalité totale. Ok. Et donc, vous pensez en fait que Boris Johnson, en imposant en fait la poursuite de la guerre, a encore cet argument en tête. Il pense l'effondrement de la Russie 2 mois après le début de la guerre. Alors oui, et j'y reviendrai, on pourra y revenir plus tard dans cette interview, mais je pense qu'encore aujourd'hui, Boris Johnson a cette idée. Mais on y reviendra. Alors, concernant l'offensive de Kharkiv ou Kharkov pour les Russes, qui a commencé le 10 mai dernier, quelles sont pour vous les raisons de cette attaque ? Alors, peut-être avant de passer à la question de Kharkov, j'aimerais rapidement revenir sur la question du remaniement qui a eu lieu en Russie, parce que là aussi, il a été relativement mal interprété dans les médias francophones. Dans les médias anglophones, il y a eu des analyses un peu plus sérieuses qui ont été faites, mais en francophonie, on a l'impression qu'on est dans quelque chose d'assez, d'assez exotique quelque part. Alors, il faut revenir peut-être sur la question du ministre de la Défense ukrainien, Monsieur Sergei Shoigu, qui a été remplacé. Alors, ce qui m'a beaucoup amusé dans les médias français, c'est qu'on a dit il a été remplacé par un civil qui n'a aucune connaissance du domaine militaire. Alors, c'est assez intéressant à 2 titres. La première, c'est que quand je regarde le gouvernement français, je ne sais pas quel est le ministre et qui a une expérience préalable dans les dossiers qu'il traite. Je crois qu'on est en France en particulier. Dans d'autres pays, c'est à peu près la même chose, mais en particulier en France, on a des gouvernements qui sont composés d'amateurs peu éclairés, qui sortent les décisions de leurs manches, et donc on n'est pas du tout avec des gens qui ont une connaissance des dossiers au préalable. Donc pourquoi les Russes auraient-ils des règles différentes que nos propres gouvernements? Mais la deuxième réflexion est plus historique quelque part, parce que
On a toujours l'impression que, évidemment, la Russie est une dictature et que par conséquent, elle est dirigée par des militaires et donc que le ministre de la Défense doit être un militaire. Or, si on regarde l'histoire de la Russie et de l'URSS, d'ailleurs, depuis la révolution d'octobre, on s'aperçoit que pratiquement tous les ministres de la Défense ont été des civils. Pratiquement tous les ministres de la Défense ont été des civils. Shoigu était un civil, même si dans ses fonctions, il porte des habits en uniforme. La réalité est que c'était un civil, de même que son successeur, M. Belousov. Donc, on est de nouveau dans des sortes de fantasmes occidentaux. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le jeu des promotions et ce qui s'est passé. Alors, Shoigu n'a pas été limogé, comme nos médias l'ont largement dit, parce qu'évidemment, on a essayé de démontrer que l'opération spéciale fonctionnait mal et que donc Shoigu avait été limogé. C'est faux. Et d'ailleurs, je rappelle que dans le remaniement qui a été fait, puisque lorsque Vladimir Poutine a été réélu, eh bien, comme il est de tradition dans le système russe, eh bien, le gouvernement, en fait, démissionne par la même occasion et on renomme un nouveau gouvernement. Donc, tout le processus est tout à fait normal. Et Shoigu n'a pas été limogé. On pourrait même dire qu'il a été promu puisqu'il est devenu secrétaire du Conseil de sécurité. Il remplace dans cette fonction M. Patrouchev, qui était autrefois qui avait été chef des services de renseignement et qui est devenu conseiller de Poutine. Donc, si vous voulez, Sergei Shoigu est devenu, en tant que secrétaire du Conseil de sécurité, pratiquement le conseiller à la sécurité nationale de Vladimir Poutine. C'est l'équivalent de Jake Sullivan aux États-Unis, d'une certaine manière, qui est une fonction qui est loin d'être négligeable. Au contraire, ça le rapproche encore de Poutine. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Eh bien, on arrive à ces conclusions en Occident parce que on ignore le rôle du Conseil de sécurité en Russie. Nos médias tentent à propager l'idée que Vladimir Poutine est un type qui est une sorte de grand marionnettiste et qu'il dirige le pays comme ça lui-même au gré de ses humeurs. En réalité, c'est très différent. Le vrai organe de décision en Russie, c'est en réalité le Conseil de sécurité. C'est lui qui rassemble toutes les personnes qui ont leur mot à dire dans la sécurité du pays. Et dans une situation comme celle que l'on connaît en Russie, eh bien, c'est le Conseil de sécurité qui est la pierre de touche des mécanismes de décision en Russie. Alors, Vladimir Poutine, qui a naturellement, en tant que président de ce Conseil de sécurité, il a évidemment son mot à dire là-dedans, mais il serait faux de penser que ce Conseil de sécurité n'a rien à dire. Au contraire, d'ailleurs, on s'aperçoit dans les décisions qui sont prises que Vladimir Poutine consulte les spécialistes. D'ailleurs, vous avez là-dedans les chefs des services de renseignement, par exemple. Vous avez tout ce qui compte pour la sécurité du pays et par conséquent, les décisions qui sont prises, et on s'aperçoit d'ailleurs à l'usage, on aura l'occasion d'en parler, on s'aperçoit que les décisions russes sont extrêmement rationnelles et n'ont rien de l'irrationalité qu'on a même dans des pays, même la France d'ailleurs, où on voit qu'il y a aussi un conseil de sécurité ou l'équivalent d'un conseil militaire qui avait été établi durant la pandémie, mais où on s'est bien aperçu que c'est Emmanuel Macron qui dirige ça finalement de manière un peu autocratique. Donc on est dans quelque chose, je pense que nos pays sont à certains égards plus autocratiques que la Russie, dans la mesure où en Russie, on a l'habitude de prendre en considération tous les avis
pour prendre des décisions qui affectent la sécurité du pays. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs, on le voit d'ailleurs et on va en reparler d'ailleurs avec la nomination de M. Belousov, qu'on a une rationalité qui amène, si vous voulez, une robustesse économique et politique qui en fait surprend les observateurs occidentaux. Alors, Shoigu, pour montrer qu'il n'est pas limogé, il reste d'ailleurs le chef du service fédéral de la coopération technico-militaire, puisque ce service fédéral qui était autrefois au ministère de la Défense a été déplacé sous l'autorité du Conseil de sécurité. Et pourquoi il a été placé sous l'autorité du Conseil de sécurité, qui est donc supérieur au ministère de la Défense? Eh bien, c'est parce que c'est le service qui s'occupe de la coordination des activités de sécurité au-delà des frontières de l'URSS, de la Russie, pardon, et notamment avec la coopération militaire avec des pays comme, par exemple, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, l'Afrique, etc. Et on voit bien que dans le contexte actuel où les Occidentaux ont essayé d'isoler la Russie sur la scène internationale, eh bien, ce service fédéral de coopération a pris une importance considérable puisque c'est finalement un des éléments des liens entre la Russie et ce qu'on appelle le reste du monde, d'une certaine manière, et qui est devenu un axe, alors je ne sais pas si on peut mettre le mot prioritaire, parce que c'est devenu un axe important de la politique étrangère russe, et la France le sait bien quand on parle notamment de la présence russe en Afrique. Donc, Shoigu reste le chef de ce service-là, qui devient un élément important de la politique étrangère russe. Par conséquent, on est très loin d'un limongeage comme on a pu le dire. Ensuite, Shoigu reste représentant, enfin, il est représentant envers Poutine de la commission militaro-industrielle, qui est si vous voulez, le complexe militaro-industriel russe, ce qui est pas négligeable, surtout dans le domaine actuel, dans la situation actuelle. Et alors, on en arrive à son remplacement par M. Belousov. Alors, c'est intéressant parce que, d'abord, M. Belousov, le hasard fait que j'ai la même formation que lui, qu'il a lui aussi étudié l'économétrie, qui est finalement la science de la prévision économique et de l'application de modèles économiques, de modèles mathématiques et statistiques à l'économie. Et donc, c'est un domaine que je connais assez bien, même si ce n'est pas devenu mon domaine d'activité principal. Mais c'est un domaine qui est intéressant parce qu'il est extrêmement puissant et il permet d'anticiper l'avenir, et c'est probablement pour cette raison que M. Belousov a été nommé à ce poste. Alors pourquoi un économiste au poste de ministre de la Défense? Alors, il faut comprendre que ces 2 dernières années a amené le ministère de la Défense et le complexe militaro-industriel russe à se développer de manière considérable. Et Shoigu a été sans doute un des artisans de ce développement considérable de l'industrie militaire en Russie. Et c'est pas seulement un développement quantitatif, mais c'est aussi un développement qualitatif, parce que l'industrie de la défense russe, et grâce notamment au développement des relations avec la Chine, qui a été induite d'une certaine manière par les sanctions imposées à la Russie, eh bien, cette industrie s'est développée de manière exponentielle ces dernières années, et ces 2 dernières années, et alors qu'au début du conflit, nos médias ont beaucoup relevé le développement des drones en Ukraine, par exemple. Et c'est vrai que les Ukrainiens ont été
remarquablement créatif dans la réalisation de nouveaux drones. Mais on s'aperçoit que la production de drones en Ukraine est restée finalement très, j'allais dire, ponctuelle. Elle n'a pas été intégrée dans un concept général d'opération. Et même au niveau opérationnel, on n'a pas vraiment une intégration des drones dans les systèmes de conduite et de commandement ukrainiens, par exemple. Et alors que en Russie, le développement des drones s'est accompagné d'un développement des structures de conduite qui a fait que ces nouvelles technologies sont trouvées très rapidement intégrées dans les structures de conduite russes. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le succès de la Russie aujourd'hui, et on pourra en reparler à propos de votre question sur l'offensive de Kharkov. Le problème qu'il y a, donc Shoigu a lancé cette impulsion pour le développement militaro-industriel russe, mais le Kremlin s'est un peu inquiété de ça. Et on le sait déjà par une interview que Vladimir Poutine a donnée en mars 2020 de cette année, où il fait part de son inquiétude de voir l'économie militaire devenir prépondérante dans l'économie globale russe. Et il évoque déjà dans cette interview quelque chose qu'il a évoqué d'ailleurs il y a 2 jours dans sa réunion avec les chefs des districts militaires russes. Il craint que les dépenses militaires viennent asphyxier en quelque sorte l'économie. Et il part de cette réflexion en se rappelant lui-même l'URSS, et il dit que les dépenses pour 2024, les dépenses militaires représenteront en Russie 8,7% du PIB, et il compare ça avec le niveau de l'URSS où les dépenses militaires représentaient 13% du PIB. Et son inquiétude est que une économie harmonieuse ne peut se développer uniquement autour de l'économie de guerre, et qu'il faut accompagner le développement de l'économie du complexe militaro-industriel par un développement parallèle de l'économie civile, si j'ose dire. Alors, l'économie civile et l'industrie civile s'est aussi développée de manière considérable ces 2 dernières années, propulsée, comme je l'ai dit, par les sanctions occidentales et les accords qui se sont multipliés, qui sont développés avec la Chine. Mais l'enjeu pour Vladimir Poutine dans les prochaines années, ce n'est pas simplement de continuer à développer le domaine militaro-industriel qui est déjà très étoffé, mais c'est de marier le développement de ce complexe militaro-industriel avec le développement de l'économie civile. Et c'est un problème qui est d'autant plus important qu'en Russie, contrairement à ce qu'on trouve en Occident, on a beaucoup d'entreprises qui font partie du complexe militaro-industriel qui ont aussi une part dans l'économie civile. Alors, on a aussi ça en Occident, mais c'est probablement beaucoup plus marqué en Russie. Et donc, le risque de voir l'économie militaire, si vous voulez, prendre le pas sur l'économie civile est très grand. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu prendre un économiste qui avait l'habitude, puisque M. Belousov a été membre il a été remplaçant du ministre de l'économie civile, qui était important d'avoir quelqu'un qui a aussi un regard sur l'économie civile, de façon à ce que la Russie, après les conditions qui ont été imposées par la guerre, puisse aussi se développer harmonieusement dans le futur. Donc, on a un calcul assez subtil qui s'est fait, que beaucoup de commentateurs européens ou occidentaux, disons, ont un peu évincé.
Donc voilà un petit peu la situation. Alors, évidemment, tout ça nous amène à la situation de la Russie par rapport au conflit ukrainien. Et on s'aperçoit que la Russie est finalement dans une position toujours plus favorable et a poussé dans la direction de Kharkov. Alors, il y a de nombreuses explications à cette poussée. Certains y voient la création d'une zone tampon entre le secteur de Belgorod qui a été touché à plusieurs reprises ces dernières semaines, d'une part par des attaques de commandos d'extrémistes russes pro-ukrainiens, et d'autre part par des missiles également et des tirs de missiles à longue portée. Et puis d'autres y voient le point de départ d'une grande offensive qui pourrait se conduire vers Kiev, par exemple. Et d'autres encore y voient simplement le fait d'occuper un territoire afin de finalement étirer la ligne de défense ukrainienne. Alors peut-être que je ne sais pas exactement laquelle de ces explications est la meilleure. Probablement d'ailleurs que c'est une combinaison de toutes ces explications qui est la meilleure explication. Toujours est-il que l'avance russe dans le secteur de Kharkov, et notamment après les attaques que j'ai évoquées sur Belgorod, s'explique déjà par quelque chose que Sergueï Lavrov a déjà évoqué il y a un peu plus d'une année, enfin une année et demie, et il avait averti en septembre 2022, alors qu'on parlait déjà, les Américains parlaient déjà de fournir à l'Ukraine des missiles ATACMS. Les missiles ATACMS sont des missiles tactiques dont la portée, dans certaines variantes, pourrait atteindre 300 km et pouvait donc atteindre le territoire russe. Et à l'époque de cette décision, les Américains ne souhaitaient pas que les Ukrainiens attaquent, si vous voulez, le territoire russe. D'ailleurs, attaquer le territoire russe, ça veut dire attaquer des civils potentiellement, puisque les troupes russes sont sur territoire ex-ukrainien. Mais donc les Américains ne voulaient pas que le conflit s'étende sur le territoire russe, ce qui pourrait être d'ailleurs la cause de malentendus, et puis qui pourrait pousser la Russie à se défendre plus brutalement, si j'ose dire. Et c'est peut-être pas pour rien, et on y reviendra, que la Russie a annoncé ces exercices avec ses armes nucléaires non stratégiques. On y reviendra. Mais ce qui est important ici, c'est que les Russes, et comme il l'avait dit, eh bien, ils avancent pour finalement avancer au-delà de la portée des missiles fournis par les Occidentaux, de façon à ce que ces missiles ne puissent pas atteindre le territoire russe. Ça, c'est la logique qui a été évoquée par Sergueï Lavrov et qui est probablement l'explication au fond des choses, qui est l'explication. À partir de là, les autres exemples que j'ai donnés précédemment se juxtaposent à ça et se combinent à ça. Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Alors, évidemment que dans la situation à Kharkov est dramatique, parce que les Russes sont entrés relativement facilement et en quelques jours ont fait une percée assez spectaculaire dans ce secteur. Alors, les Russes, et c'est important de le rappeler parce que j'ai l'impression qu'en France, on a toujours l'habitude de voir le succès militaire en termes de kilomètres carrés conquis. Pour les Russes, le succès n'est pas déterminé par le nombre de kilomètres conquis. Le succès est déterminé par le nombre d'Ukrainiens ou par l'affaiblissement, le degré d'affaiblissement des forces ukrainiennes. Et je reviens une fois de plus, le succès se détermine
non pas au petit bonheur la chance, comme on a l'impression que les experts le font sur les médias, mais se détermine en fonction des objectifs fixés. Et les objectifs fixés sont toujours les mêmes depuis le début d'opérations militaires russes. C'est la démilitarisation et la dénazification accessoirement de la menace sur la population du Donbass. Et on est toujours dans ce domaine-là, encore qu'aujourd'hui, les Russes pensent que, vu le fait que les Occidentaux amènent des armes sur le territoire ukrainien, eh bien, probablement qu'aujourd'hui, ça n'est plus simplement la démilitarisation de la menace sur la population du Donbass, mais la démilitarisation de l'Ukraine qui est cherchée. Et c'est ça qui est le critère de succès, pas le territoire. C'est la raison pour laquelle les Russes n'essayent pas d'avancer à tout prix, ils essayent de détruire les troupes. Mais ce faisant, ils sont obligés d'aller chercher, si vous voulez, l'adversaire. C'est la raison pour laquelle ils avancent. Mais l'objectif, c'est la destruction des forces. Toutefois, cette percée rapide a mis en évidence quand même un phénomène un peu particulier parce que on avait entendu dès la fin de l'année passée Zelensky et le général Syrski, et on peut revenir sur ce qu'ils avaient dit en décembre 2023. Zelensky avait dit que les fortifications de Kharkov étaient les plus fortes et puis que elles étaient pratiquement infranchissables. Et puis en mars, général Syrski, commandant en chef des forces ukrainiennes, avait dit que en substance, que les Russes ne parviendraient pas à franchir les fortifications à Kharkov. Et donc, on s'attendait à ce que ces fortifications soient extrêmement puissantes. Or, il n'en a rien été, puisque même la BBC rapporte que les Russes ont simplement, en fait, se sont pratiquement promenés d'une certaine manière en avançant dans ces fortifications qui n'existaient pas. Et je le rappelle que ici, dans un document ukrainien, 500net, c'est un site ukrainien qui dit que des millions de hryvnia, donc de la monnaie ukrainienne, avaient été déversés pour la construction des fortifications et qu'en réalité, elles n'ont servi à rien du tout parce que soit elles n'ont en réalité pas été construites, soit elles étaient construites au mauvais endroit. Donc, cet événement montre deux choses en réalité. D'une part, elle démontre probablement un phénomène de corruption au sein des forces ukrainiennes. On sait d'ailleurs des parlementaires ukrainiens se sont élevés contre le fait que certains sont enrichis à la place de faire de ces fortifications, que des mandats de construction ont été donnés à des entreprises qui étaient simplement fictives. Donc on est dans des schémas de corruption manifestes. Alors ça, c'est le premier facteur. Mais le deuxième facteur, qui est sans doute plus grave, c'est que c'est la planification de ces fortifications. Parce que durant 2022-2023, alors que les Ukrainiens préparaient leur fameuse contre-offensive qu'ils ont finalement déclenchée en été 2023, eh bien, durant cette phase de préparation, les Russes ne se sont pas croisés les bras et ils ont construit cette fameuse ligne Sourovikine. Cette ligne Sourovikine est une ligne qui est assez complexe, c'est une ligne d'ailleurs de défense dynamique, de défense dynamique comme l'appellent les Russes. Elle est composée de 3 zones, si vous voulez. Une première zone qui est une zone dite de couverture, c'est-à-dire une zone dans laquelle on identifie les cibles et on les combat de sorte à empêcher qu'elles atteignent la deuxième zone qui est la zone de défense. Et c'est dans cette zone de défense qu'on trouve les fortifications. On trouvait les fortifications qui est vraiment le cœur de la ligne Sourovikine. Et en troisième lieu, dans une troisième zone, on a la zone de réserve. C'est la zone d'intervention, si vous voulez, qui fait que si d'aventure les forces ukrainiennes avaient pénétré à travers
la zone de couverture, puis à travers la zone de défense, eh bien, elles auraient été combattues par des réserves mobiles capables d'intervenir très rapidement pour détruire les éléments qui auraient percé dans la ligne de défense. Alors, c'est une ligne qui est très complexe, mais qui a été soigneusement planifiée par les Russes. Or, quand on regarde du côté ukrainien, on n'a rien de tel. On s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de zone de couverture. On a créé des fortifications un peu à la hâte. Ces fortifications sont d'ailleurs mal faites. Quand on voit les photos qui nous montrent les soi-disant fortifications qui ont été faites dans le secteur de Kharkov, on s'aperçoit qu'en fait c'était simplement des tranchées, souvent même d'ailleurs d'une qualité inférieure à ce qu'on trouvait pendant la Première Guerre mondiale au nord de la France. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement rudimentaire, où manifestement les entreprises qui ont creusé ces tranchées pour les militaires l'ont fait au rabais. Et puis, surtout, derrière, on n'a pas de réserve. Et c'est ça qui est l'élément important et qui a été relevé d'ailleurs par le général Boudanov, Kirilo Boudanov, qui est le chef du renseignement militaire ukrainien et qui avait dit dans le New York Times, il a dit « Nous n'avons plus de réserve ». Ils n'ont plus de réserve. Donc, si vous voulez, ce système de défense échelonné qu'avaient composé les Russes et qui s'était montré particulièrement efficace en 2023, eh bien, les Ukrainiens n'ont pas du tout été capables de le faire. Ils n'ont pas de réserve pour avoir la capacité d'intervenir au cas où il y aurait une percée dans le dispositif ukrainien. Et ce phénomène s'est en fait matérialisé ces dernières semaines, on l'a vu dans la région de Kharkov, où pour, si vous voulez, combler les trous d'une certaine manière, on a prélevé des bataillons sur d'autres secteurs du front pour les regrouper à Kharkov et créer de manière ad hoc des unités de défense. Alors, créer des unités ad hoc en situation de combat, c'est une chose qui est extrêmement difficile, qui est pratiquement impossible. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre des unités ensemble, mais on a beaucoup de peine à créer une cohérence opérative entre ces différentes unités. Et c'est exactement le problème qu'ont les Ukrainiens aujourd'hui. Le fait de déplacer des troupes simplement comme ça, comme des pions sur un jeu de dames, c'est relativement facile à faire, mais ça ne suppose pas que vous ayez ensuite la cohérence opérationnelle et la cohérence opérative nécessaires pour mener l'action. Et c'est exactement le problème qu'ont les Ukrainiens aujourd'hui. Ils n'ont pas les capacités de conduire, si vous voulez. Ils ont des hommes sur le terrain, des hommes que l'on amène sur le champ de bataille et qui se battront, sans aucun doute, mais la conduite derrière ne permet pas d'avoir quelque chose de cohérent pour répondre aux Russes dans la profondeur. Et c'est en fait ça l'élément central de la faiblesse ukrainienne. Et donc, on est dans une situation où les Ukrainiens doivent, alors on a largement évoqué la question des capacités en ressources humaines de l'Ukraine, et on a vu récemment que ce mécanisme de recrutement forcé qu'on a est devenu d'autant plus critique qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, l'Ukraine interdit de filmer les scènes de recrutement forcé qu'on observe dans les villes. Je vous rappelle qu'autrefois, je veux dire, l'année passée, on a déjà eu des scènes de recrutement forcé. Ce recrutement forcé était surtout fait dans les zones non urbaines, dans les campagnes plutôt, dans les petites villes, où elles étaient un peu moins mises en évidence. Mais comme on ne trouve plus aujourd'hui de forces valides dans les campagnes, eh bien, le recrutement forcé s'est fait maintenant touche les villes. Et dans les villes, vous avez évidemment beaucoup de gens qui arrivent à filmer ça et les mettre sur les réseaux sociaux. Et le gouvernement ukrainien a adopté une loi qui condamne jusqu'à 8 ans de prison
quelqu'un qui mettrait en ligne ou qui diffuserait des images de recrutement forcé, parce que c'est devenu un élément critique, tout simplement, pour le personnel ukrainien. Donc, on est dans une situation qui est effectivement extrêmement sérieuse en Ukraine. Et alors, on revient un petit peu à la question que vous avez posée tout à l'heure à propos de Boris Johnson, qui refusait la possibilité d'une négociation avec l'Ukraine. Et on continue à voir ça, puisque il n'y a pas plus que 2 jours, le ministre de la Défense britannique, M. Chaps, déclarait qu'il ne doit pas y avoir de négociation entre Moscou et Kiev. Donc on est exactement dans la même dynamique que celle qui avait conduit Boris Johnson à imposer à Zelensky de retirer sa proposition. C'est la raison pour laquelle ce que racontent nos médias aujourd'hui, eh bien, ils sont tout simplement, c'est de la propagande. Enfin, c'est pas de la propagande, c'est de la désinformation, techniquement, de façon à couvrir l'idée qu'il ne doit pas y avoir de négociation avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et ça va même plus loin, puisque on a Boris Johnson qui a au mois d'avril, sauf erreur c'était le 12, mais j'ai pas mentionné la date ici, mais Boris Johnson, qui dans un tweet qu'il a fait lui-même, il a déclaré « Si l'Ukraine perd la guerre, ce sera la fin de l'hégémonie occidentale ». Et il utilise le mot « hégémonie ». Donc on voit bien que les enjeux pour les Occidentaux sont des enjeux qui vont bien au-delà de la question de l'Ukraine. Et que l'Ukraine est en fait, on utilise l'Ukraine pour d'autres enjeux. Et comme le dit Boris Johnson lui-même, l'enjeu c'est l'hégémonie occidentale. Donc on est bien dans quelque chose qui va bien au-delà de la question de l'Ukraine. Et alors, c'est intéressant parce que on constate aussi, d'ailleurs ça a été à la même date que ce qu'a dit Boris Johnson, on constate que les Occidentaux ont de la peine à définir ce qu'ils cherchent à atteindre en Ukraine. Et on a l'exemple d'une interview de Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, avec la commission des forces armées du Sénat, et un parlementaire lui demande « Comment définissez-vous la victoire en Ukraine ?» Et Lloyd Austin est incapable de donner une définition de ce qui serait la victoire. Donc on est bien dans un conflit que les Occidentaux encouragent en Ukraine sans être capables de définir l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. Or, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à propos de la Russie, on définit le succès ou l'échec d'une opération en fonction des objectifs énoncés. Or, quand vous n'êtes pas capable de fournir des objectifs, eh bien, vous avez toutes les chances, en fait, d'être dans une situation d'échec. Et alors, on est dans une situation qui est d'autant plus dramatique que même les Occidentaux, et quand je parle des Occidentaux, je parle des Européens, reconnaissent qu'on est dans une situation qui est totalement désespérée. Et je vous mets ici une citation de Joseph Borrell du 3 mai de cette année, qu'il a fait à Oxford, et où il dit 3 choses importantes. Il dit tout d'abord, et c'est dans le même discours, la première chose, il dit que nous avons créé ce problème. Donc il reconnaît que les Occidentaux ont créé le problème de l'Ukraine. Et ça, c'est pas négligeable. Et c'est ce que nos médias, d'ailleurs, occultent en permanence, parce que nous avons placé l'Ukraine dans cette situation. Et on a parlé de l'accord de mars 2022, qui est un témoignage supplémentaire de ça. Ensuite, Joseph Borrell dit « Je pourrais terminer la guerre en Ukraine en quelques semaines, simplement en coupant les approvisionnements. » Donc on sait très bien qu'on aurait la capacité d'interrompre ce conflit.
Et la troisième chose qu'il dit, c'est « Mais est-ce que nous voulons que cette guerre se termine? Je ne le souhaite pas. » Et donc, on ne souhaite pas que cette guerre se termine. Et donc, on est exactement là, vous avez dans une citation, vous avez pratiquement toute la perfidie et le cynisme des Occidentaux dans la conduite de cette guerre où, je le répète, comme je l'ai dit, parce que tout ce que je vous dis maintenant est en réalité, à part les citations de ces dernières semaines, bien sûr, mais tout ce que je vous ai dit maintenant se trouve déjà dans mes livres. Les livres précédents, Opération Z, etc., l'accord, tout ce qu'on a discuté précédemment, se trouve dans mes livres précédents. Donc, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on n'en a pas découvert aujourd'hui, ça se trouve déjà dans mon livre Opération Z, Ukraine entre guerre et paix, et naturellement dans mon livre sur l'art de la guerre russe. Donc, il n'y a pas de surprise, on savait tout ça. Et on savait depuis le début de l'opération, et y compris au tout début, au démarrage, si vous voulez, de l'opération russe, qu'on ne cherchait pas à aider l'Ukraine, mais on cherchait à affaiblir la Russie. C'était ça le fin mot de l'histoire, et on est toujours dans cette dynamique-là. Par conséquent, et on en a aujourd'hui la preuve, et ça se fait évidemment au détriment de l'Ukraine. Et alors, on est aujourd'hui dans une situation un peu particulière où on a Anthony Blinken qui se trouve en Ukraine aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, pardon, mais ces derniers jours, pardon, il était ces derniers jours, il y a 2 jours il était en Ukraine, et qui sont désespérés en réalité. Et on voit bien que les Occidentaux ont progressivement franchi toutes les lignes rouges qu'ils s'étaient imposées à eux-mêmes. Ils ne voulaient pas envoyer des chasseurs F-16, ils finissent par les envoyer. Ils ne voulaient pas envoyer des chars de combat, ils finissent par les envoyer. Ils ne voulaient pas envoyer des missiles antiaériens, ils ont fini par les envoyer. Ils ne voulaient pas envoyer des missiles capables de toucher le territoire russe, et ils ont fini par le faire. Et on a maintenant d'ailleurs Anthony Blinken qui nous donne cette... attendez, je reviens. Alors on a 2 choses dans cette chose. D'abord Tony Blinken qui est à Kiev et qui joue de la guitare dans un cabaret à Kiev, ce qui est quand même quelque chose d'assez surprenant pour quelqu'un qui vient dans un pays en guerre où vous avez encore des militaires qui meurent et vous avez une situation catastrophique dans la région de Kiev. Mais en plus de ça, il déclare que aujourd'hui, si Washington n'encourage pas que l'Ukraine a utilisé ses armes contre le territoire russe, finalement, c'est une décision ukrainienne et ils n'interviendront pas dans cette décision. Donc, ils franchissent petit à petit, si vous voulez, toutes les lignes rouges qu'ils se sont fixées à eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on a ces exercices qui ont été annoncés par Vladimir Poutine pour des armes non stratégiques, pour les armes nucléaires non stratégiques. Alors, il est important ici de faire la distinction entre armes tactiques, comme certains commentateurs l'ont dit, et non stratégiques. Alors, les armes tactiques, il n'y a pas d'armes tactiques. La doctrine nucléaire russe ne considère qu'il n'y a pas d'armes tactiques nucléaires. Et pour la bonne et simple raison que l'importance et l'efficace, ou l'effet, si vous voulez, des armes nucléaires dépasse très largement le domaine tactique. Dans tous les cas, elles ont un effet au pire, au moins opératif, mais pratiquement toujours stratégique en raison des implications politiques qu'elles contraignent. Donc, il n'y a pas cette notion d'arme tactique est une notion qui n'existe pas dans la doctrine. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre sur l'art de la guerre russe, où je reviens sur la doctrine
nucléaire, parce que régulièrement, nos médias et nos journalistes nous parlent des menaces d'utilisation d'armes tactiques, etc., etc. Non, il y a eu, pendant les années 50, on a eu l'idée en Europe, années 50 et 60, on a eu aux États-Unis comme en Russie, l'idée qu'on pourrait utiliser sur le territoire européen des armes nucléaires tactiques. Alors, on a développé des canons à capacité nucléaire, de part et d'autre d'ailleurs. On a développé des obus miniaturisés contenant des armes nucléaires, mais tout ça a été abandonné parce que, de nouveau, pour la simple raison qu'à partir du moment où vous utilisez l'arme nucléaire, la puissance de telles armes et la porte qu'elles ouvrent vers l'usage d'armes stratégiques est telle qu'on ne peut pas les considérer comme simplement tactiques. Donc, toutes ces idées ça a existé, mais on est revenu là-dessus depuis les années 2000, des années 80, 90, on est revenu de cette idée, aussi parce que il ne faut pas oublier que c'est d'ailleurs les Américains qui avaient proposé l'idée d'armes nucléaires tactiques au départ, parce que pour eux, l'idée était que les armes nucléaires pouvaient être confinées au théâtre européen. Et évidemment, eux, ça ne les touchait pas, puisque c'était sur un autre continent. Les Russes l'ont fait, ont un peu suivi le mouvement, mais avec beaucoup de précautions, parce que pour eux, la menace nucléaire, elle est sur le même continent. On se rappelle les événements comme Tchernobyl, etc. La menace nucléaire ne connaît pas vraiment les frontières. Mais par conséquent, pour les Russes, utiliser l'arme nucléaire, quelle que soit sa dimension ou sa catégorisation, si vous voulez, eh bien, impliquerait des retombées, au propre et au figuré, sur le territoire russe. Par conséquent, les Russes sont plutôt favorables, enfin, ils ont privilégié l'arme stratégique, c'est-à-dire qu'on touche les pays qui nous envoient des armes nucléaires directement. S'il y a quelque chose qui est envoyé qui menace les intérêts nationaux ou l'existence de l'État ou des institutions russes, eh bien, on riposte directement sur Washington. Donc, les gens qui pensent que la guerre pourrait se confiner au domaine tactique en matière nucléaire, n'ont pas compris la logique des Russes. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème de la France, puisque la France est une puissance nucléaire, et donc la Russie pourrait utiliser les armes non stratégiques, c'est-à-dire les armes qui ne concerneraient pas les États-Unis, mais qui concerneraient uniquement le théâtre européen, le théâtre de guerre, théâtre Vaeni, qui toucherait la France. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine a évoqué les armes de théâtre, ou les armes non stratégiques, si vous préférez, parce que les Français et les Britanniques avaient annoncé qu'ils pourraient s'impliquer sur le théâtre ukrainien. Enfin, les Britanniques n'ont pas dit qu'ils s'impliqueraient avec des forces, mais ils ont donné carte blanche aux Ukrainiens pour utiliser leurs armes contre le territoire russe. Et puis la France, comme on le sait, voulait engager des forces. Mais comme on ne sait pas à quel moment une dissuasion nucléaire pourrait intervenir, il était donc logique que les Russes fassent en guide d'avertissement, si vous voulez, fassent un exercice avec des armes non stratégiques, façon à indiquer à la fin. Et d'ailleurs, je pense que il y a un épisode aussi qui a été relativement mal compris dans nos médias, puisque peu après les menaces à la fois françaises et britanniques, les ambassadeurs britanniques et français ont été convoqués par le ministère des Affaires étrangères russe, qui leur a fait comprendre leur point de vue et qui leur a fait comprendre où on irait, jusqu'où on pourrait aller.
et les risques que comprenaient, si vous voulez, leur déclaration. Et c'est à la suite de ça que soit les Français, soit les Britanniques ont commencé à faire marche arrière et ont commencé à dire que non, on va pas s'impliquer sur le territoire ukrainien, etc. Donc, en fait, on voit très bien que ce sont les Russes qui ont la maîtrise ici, à la fois du discours diplomatique, à la fois de la capacité stratégique, et de nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un témoignage d'une conduite russe qui est beaucoup plus pondérée, beaucoup plus stratégique au sens large du terme que les déclarations que l'on a en France et en Europe d'une manière générale d'ailleurs, où on a des sortes de déclarations très intempestives sur la possibilité d'étendre le conflit, etc. De nouveau, les Occidentaux ne veulent pas perdre cette guerre. De nouveau, ils jouent l'hégémonie occidentale, je le rappelle. Et c'est ça qui fait que on n'a pas d'objectif pour l'Ukraine. Le seul objectif, il est pour l'occidental de ne pas perdre son hégémonie, comme l'a dit lui-même Boris Johnson. Autre événement révélateur de ce conflit et des relations entre les Occidentaux et le Sud global a été la visite de Xi Jinping, le président chinois en France, reçu avec tous les honneurs par Emmanuel Macron, président français qui souhaitait rapprocher la Chine du camp occidental. Et une semaine plus tard, donc le même président chinois qui recevait Vladimir Poutine pour sceller une amitié sans limite entre les deux pays et œuvrer pour la paix dans le monde. Que pensez-vous de cette situation qui est particulièrement risible ? Alors, tout d'abord, la visite de Xi Jinping en France, je pense qu'il faut la situer dans le contexte dans lequel elle s'est passée. Je vous rappelle que Xi Jinping est venu en Europe, en fait, pour voir deux pays, la Serbie et la Hongrie, qui sont deux pays qui sont réputés plutôt favorables à la Russie, même si je ne pense pas que la Hongrie soit pro-russe. La Serbie l'est sans doute davantage. La Hongrie n'est pas pro-russe. Je pense que la Hongrie, tout simplement, est un pays qui, au sein de l'Union européenne, et notamment, je parle du gouvernement Orban, est un gouvernement qui est à la recherche de son intérêt national dans le cadre de l'Union européenne. Alors, notamment en matière énergétique, Orban a bien compris que son intérêt, c'était pas d'être pro-russe, mais c'est de garder les relations qu'il avait avec la Russie en termes d'échanges commerciaux, et ce d'autant plus, je le rappelle, que la minorité hongroise en Ukraine fait l'objet d'exactions depuis de nombreuses années et que l'Union européenne n'a jamais été capable de, entre guillemets, discipliner l'Ukraine contre ces minorités. Et que par conséquent, Viktor Orban n'a pas beaucoup de raisons de faire confiance à l'Union européenne dans ce contexte-là, puisque l'Union européenne n'a strictement rien fait pour protéger les minorités, toutes les minorités d'ailleurs, pas simplement la minorité hongroise, la minorité roumaine également, qui est aussi l'objet d'exactions en Ukraine. Et donc, l'Union européenne, qui a privilégié l'opposition à la Russie, ne s'est jamais préoccupé de ça. Donc, Viktor Orban, finalement, se préoccupe de l'intérêt national au sens propre du terme, c'est-à-dire la nation magyare, et qui s'étend évidemment également au-delà de la frontière. Par conséquent, il y a une communauté d'intérêts entre les minorités, si vous voulez, qui sont en Ukraine et la Hongrie. Et c'est plutôt dans ce contexte-là qu'il faut voir la position hongroise. Donc, ce n'est pas du pro-russe, comme d'ailleurs, c'est la même chose d'ailleurs pour la Slovaquie, dont on a qualifié le président Fico, pas le président, le premier ministre Fico, qui a été récemment l'objet d'un attentat, où on a dit c'est un pro-russe. Non, je ne pense pas que ces pays soient pro-russes, mais en revanche, ce sont des pays qui cherchent à maintenir leur intérêt national, alors qu'ils voient que les décisions qui sont prises dans l'Union européenne sont des décisions chaotiques qui font fi
en fait des intérêts nationaux et qui font fi même des intérêts européens dans cette affaire. Donc, c'est finalement une question d'appréhension très réaliste de la situation plutôt qu'une affiliation pro-un tel ou pro-autre. Mais pour revenir à Xi Jinping, donc Xi Jinping voulait voir ces deux pays, la Serbie parce que on était au 25e anniversaire de la destruction de l'ambassade de Chine par les forces américaines lors de la guerre des Balkans, et puis la relation avec le gouvernement hongrois pour les questions économiques, etc. Mais je pense que Xi Jinping a très bien compris qu'il ne pouvait pas simplement venir en Europe pour aller visiter ces deux pays, sans quoi on lui aurait évidemment reproché d'avoir été partisan, etc. On serait venu davantage sur l'antagonisme qu'il y a entre la Chine et l'Europe. Et donc, je pense pour des raisons strictement diplomatiques, il a été visiter la France, qui est un grand pays, la France qui, en plus, avec les déclarations de Macron qui sont une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ça permettait sans doute d'avoir un bon alibi pour visiter un pays européen, un pays important de l'Europe qui est capable de changer d'avis très rapidement et puis d'avoir comme ça une sorte de caution, si vous voulez, une caution européenne pour aller voir en réalité les autres pays. Donc la visite chinoise à Paris n'était finalement qu'un accessoire et c'est un à côté, alors que les visites importantes pour la Chine, c'était la Serbie et la Hongrie. Alors évidemment, on a de nouveau, quand on remet tout en contexte, les relations entre la Chine et l'Europe ne se limitent pas à cette visite de Xi Jinping. Et on a eu ces dernières semaines, on a eu plusieurs visites. On a eu la visite de Janet Yellen, donc la secrétaire au Trésor américaine, qui est allée se rendre en Chine. On a eu ensuite Anthony Blinken qui s'est rendu en Chine. On a eu presque simultanément la visite d'Olaf Scholz avec une très importante délégation d'industriels allemands en Chine. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces délégations européennes ou occidentales ont été accueillies avec finalement certaines désinvoltures, on pourrait dire, une désinvolture marquée par les Chinois. Janet Yellen, de même qu'Anthony Blinken, ont été accueillis par des sous-fifres de l'administration, même de l'administration non pas centrale de Pékin, mais de l'administration locale, si on peut dire. De même qu'Olaf Scholz d'ailleurs, hein, il n'y a pas eu de grand flonflon pour lui. Et alors que les Allemands sont allés là-bas comme demandeurs. Il ne faut pas oublier, quand vous regardez la courbe des investissements allemands en Chine, vous remarquez qu'elle a bondi ces 6 derniers mois parce que les Allemands aujourd'hui constatent qu'ils sont plus capables de produire ce qu'ils exportent en Allemagne parce que ça devient trop cher compte tenu des coûts de l'énergie et par conséquent, ils doivent commencer à produire en Chine ce qu'ils ne parviennent plus à produire de manière économique en Allemagne. Et on a donc une sorte de décalage qui se fait entre une sorte de délocalisation. Alors c'est assez amusant parce que depuis quelques années, surtout depuis l'affaire de la crise du Covid, où ça a mis en évidence les faiblesses de l'industrie européenne, on parle du problème de la délocalisation, etc. Alors qu'en réalité, avec les sanctions qu'on a appliquées un peu à tort et à travers, y compris notamment et surtout à la Russie et sur les questions énergétiques, eh bien, l'Europe s'est mise dans une position de devoir à nouveau délocaliser son industrie vers les pays qui produisent à plus bas prix. Parce que les Occidentaux sont tout simplement plus compétitifs sur le marché international. Et c'est effectivement le cas de l'Allemagne. Or, les Allemands et les Américains sont allés là-bas, alors pas les Allemands, mais les Américains, pardon, sont allés là-bas. Et ce message a été répété d'ailleurs à Paris par Ursula von der Leyen, qui apparemment semble être celle qu'on traîne derrière
pour chaque relation, chaque visite entre la France et la Chine. Donc, Ursula von der Leyen et Janet Yellen et Anthony Blinken, d'ailleurs, avaient évoqué la possibilité des surcapacités chinoises et ont demandé à la Chine de réduire sa capacité de production parce que, effectivement, les produits chinois continuent à arriver assez logiquement sur nos marchés puisque tout simplement, ils sont d'une qualité qui est toujours meilleure et d'un prix qui est toujours plus bas, et surtout beaucoup plus bas que les produits occidentaux qui, comme je le dis, sont affectés par les sanctions que nous avons nous-mêmes imposées à la Chine et aux autres pays. Et d'ailleurs, donc on a cette demande un peu absurde de pays qui sont les grands promoteurs du libre marché, comme les pays européens et les États-Unis, qui demandent à la Chine de réduire son marché. En fait, on essaye de recréer des formes de protectionnisme, on essaye de faire des distorsions du marché, tout simplement parce que nos entreprises ne sont plus capables de produire des technologies évoluées à des prix qui sont compétitifs. Alors, on vient naturellement vous dire que la Chine ne joue pas d'après les règles, c'est notamment ce qu'a dit Anthony Blinken et été répété par Biden tout récemment, que la Chine ne respecte pas le jeu puisque ses entreprises sont subventionnées. Bon, c'est aller un peu vite en besogne, et notamment c'est oublier que notamment aux États-Unis, les entreprises, notamment dans les hautes technologies, les technologies du futur, notamment la technologie des énergies renouvelables, les véhicules électriques, etc., c'est une industrie qui est très largement subventionnée par les Américains et que le gouvernement américain a alloué plus de 800 milliards de dollars pour subventionner l'industrie des énergies renouvelables aux États-Unis. Donc, cette idée que les Chinois, eux, ne jouent pas le jeu, est totalement absurde dans la mesure où les Occidentaux font exactement la même chose pour promouvoir une industrie qui a de la peine à décoller. Or, vous avez évoqué la visite de Vladimir Poutine en Chine, qui a été alors reçue en Chine avec tous les honneurs dus à un pays ami, et un grand pays ami d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que au début de l'opération, et même, je dirais même avant l'opération russe en Ukraine, on évoquait les liens entre la Chine et la Russie, et on disait que, et nos experts, alors vous aviez sur France 5, SI et autres, ces experts qui, oui, qui sont des rigoles Mickey, mais qui nous disaient qu'il n'y a pas comment dire, d'alliance possible à terme entre la Chine et la Russie. Ce sont deux pays qui se détestent, les uns méprisent les autres, etc., etc. Et donc, il n'y a absolument aucune chance que la Russie puisse trouver un appui du côté de la Chine, etc. Or, on voit que c'est exactement l'inverse qui se passe. Les sanctions et les manœuvres occidentales pour essayer d'isoler les deux pays d'ailleurs sur la scène internationale, la Russie, bon, c'est un phénomène qui est connu, qu'on a discuté à nombreuses reprises ici sur cette chaîne pour à cause de la question de l'Ukraine, mais la Chine aussi, les Américains s'efforcent d'isoler la Chine au plan économique, parce que les Américains constatent qu'ils perdent leur leadership. Et on est dans cette situation assez particulière, c'est que, vous savez, quand vous voulez émerger d'une foule, il y a deux manières de le faire. Soit vous élevez plus haut que la foule, et vous arrivez à lever la tête plus haut que les autres, soit vous faites abaisser la tête aux autres. Or, les Occidentaux sont incapables de s'élever plus haut que la foule, et donc ils obligent les autres à baisser la tête. Et c'est leur manière d'exercer leur hégémonie, si vous voulez. Et c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui, mais on a deux pays qui, et on le constate d'ailleurs dans leurs résultats et leurs performances économiques des deux côtés, on a deux pays qui arrivent à émerger malgré
j'allais dire, le marasme qu'on trouve au plan économique actuel. C'est deux pays qui arrivent à se dégager de la foule d'une certaine manière et à émerger de cette foule. Et ces deux pays se trouvent finalement dans une communauté d'intérêts parce que les Occidentaux, en imposant des sanctions sur les uns et les autres, les ont poussés dans le même camp. Et par conséquent, la Chine et la Russie se voient comme étant des partenaires durables dans cette situation. Et ce partenariat est d'autant plus durable que la Russie peut amener à la Chine des technologies et des ressources que la Chine n'a pas, et à l'inverse, la Chine apporte à la Russie des ressources, notamment dans le domaine industriel, notamment dans ce qu'on pourrait appeler l'industrie ou la production de biens de consommation, qui n'a jamais été une chose dans laquelle la Russie a particulièrement excellé. La Chine apporte ce savoir, alors que dans des technologies j'allais dire, plus fondamentales et aussi dans des domaines technologiques ou des domaines industriels qui sont moins commerciaux, si vous voulez, eh bien, la Russie apporte son savoir-faire. Donc, on a effectivement deux pays qui sont complémentaires l'un de l'autre, qui ont une frontière commune qui est assez large, qui ont réussi depuis très longtemps d'ailleurs à dépasser leurs conflits territoriaux, etc., que nos experts continuent à amener sur la table, mais qui depuis très longtemps d'ailleurs ont été considérés comme des domaines réglés par la Chine et la Russie des deux côtés. Donc on a finalement une situation qui est favorable aux deux et je dirais même que l'attitude des Occidentaux ne fait qu'on renforcer ce partenariat et on a effectivement l'émergence d'un bloc eurasiatique qui est matérialisé, si vous voulez, ou que l'on voit s'étaler à nos yeux dans la dimension de la réception que Xi Jinping a faite à Vladimir Poutine en Chine. Je vous remercie, Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 4 livres majeurs pour comprendre la guerre en Ukraine. Poutine, maître du jeu, Opération Z, Ukraine entre guerre et paix et l'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec, aux éditions Macmillan. Merci. Merci à vous.